Bonjour et bienvenue dans les suggestions cinéphiles de l'Odyssée. Aujourd'hui, la suggestion cinéphile 145. 1, 4, 5. Vive l'ornithorynque. On a les rimes qu'on peut. Comme d'habitude, prenez bien soin de vous. Respectez les règles de sécurité sanitaire. Exercez votre vigilance démocratique pour ne pas être abéti, infantilisé, transformé en esclave consentant, tout en étant responsable, bien sûr. Et enfin, pratiquez sans discontinuer la proximité cinéphilique, sans limite, avec tous les excès, parce qu'aucun excès dans le domaine de la cinéphilie n'est nuisible. Malheureusement, l'ouverture des salles de cinéma est encore reportée, probablement au début de à la fin de la première quinzaine du mois de janvier 2021, mais ce n'est pas une raison pour perdre le moral et il faut s'accrocher et tenir bon. Aujourd'hui, pour la suggestion cinéphile de l'Odyssée numéro 145, eh bien, un film très, très intéressant, Insomnia, de Christopher Nolan. Alors, Insomnia sort en 2002, donc il a été tourné en 2001 et début 2002, y compris pour le montage, et c'est le troisième long métrage de Christopher Nolan. Il avait fait un premier film, Following, un deuxième, Memento, Following en 1998, Memento en l'an 2000, et 2 ans après, donc, voici venir Insomnia. Alors, contrairement aux deux autres films qu'il avait installés dans un succès d'estime auprès des professionnels du cinéma, dans Insomnia, il n'est pas l'auteur du scénario, tout simplement parce que Insomnia est le remake d'un film norvégien d'un auteur qui a un nom de famille difficilement prononçable pour quelqu'un qui est chauve et qui a un dentier qui ne tient pas bien. Stankborger, si je prononce bien, et sinon que le ciel et que le réalisateur concerné veuille bien m'excuser de cette très mauvaise prononciation. Donc c'est comme au patinage, il y a les figures artistiques, il y a les figures libres et les figures imposées, et d'une certaine manière, il se retrouve avec l'obligation de faire un remake d'un film déjà établi. Donc évidemment, ça lui laisse peu de marge d'improvisation ou de bouleversement radical des structures narratives, du scénario, du film dont il fait le remake. Alors, je voudrais juste commencer par faire un commentaire sur l'extrême intelligence des studios hollywoodiens. Following et Memento, ce n'étaient pas des films potentiellement porteurs, c'était plutôt des films pour public plus cinéphile, en quelque sorte. C'était des films qui avaient des objectifs d'impact sur le public qui étaient plus limités. Mais c'est la confirmation qu'il ne faut jamais, jamais établir de césure entre les films dits d'auteur et les films produits par la logique expansionniste d'une stratégie de studio. En réalité, comme disait quelqu'un, il n'y a pas de la musique classique d'un côté et les autres formes de musique, mais il y a la bonne musique et la moins bonne musique, tout simplement. Et les studios hollywoodiens, face au succès et au talent de Christopher Nolan, cinéaste britannique, il faut le rappeler, eh bien, vont décider de le prendre, de le vampiriser en quelque sorte. D'ailleurs, après Insomnia, il fera la trilogie
des Batman, qui seront un grand succès commercial. Mais on voit très bien que il y a toute une série plutôt de mouvements, de va-et-vient entre le cinéma dit plus d'auteur et le cinéma à vocation grand public. Bien. Et il y a là quelque chose de rassurant. En tout cas, c'est l'analyse que nous faisons à l'Odyssée et que je partage pour ce qui me concerne. Insomnia, version Christopher Nolan, eh bien, il y a deux grands acteurs, Al Pacino et Robin Williams, le regretté Robin Williams, qui joue le rôle d'un meurtrier. Et il y a aussi l'apparition d'une actrice qui est très talentueuse, qui s'appelle Hilary Swank. L'histoire est une histoire au premier degré assez simple et linéaire. Un inspecteur qui s'appelle Will Dormer, celui qui dort d'une certaine manière, eh bien, est envoyé en Alaska pour résoudre l'énigme d'un crime qui a frappé une malheureuse jeune fille. Or, il se trouve qu'on est dans une période, on est au nord, d'abord dans un territoire très au nord, du côté du pôle nord, bien sûr, et il y a un problème avec la lumière, même s'il s'agit de l'aurore boréale, puisqu'on est plutôt à l'époque, enfin dans une saison qui est l'été, mais à l'été plutôt froid, avec une lumière, mais une lumière qui reste incertaine, puisque au niveau des pôles, comme vous le savez, le soleil a tendance à raser l'horizon et à ne pas s'élever trop bien dans le ciel. Et donc, ce Will Dormer, incarné par Al Pacino, va entreprendre une chasse à l'homme pour retrouver le meurtrier. Assez rapidement, il a des soupçons. Et à partir de là, la véritable intrigue du film n'est pas de savoir qui est le meurtrier, mais comment le chasseur va attraper sa proie. Étant entendu que et le chasseur et la proie sont des prédateurs. La proie parce qu'elle a tué, et visiblement pas pour la première fois, et le chasseur, lui, très rapidement, on se rend compte qu'il est hanté par un passé qui n'en finit pas de ne pas s'effacer, que quand il était à Los Angeles, eh bien, il y a quelque chose qui s'est passé avec un de ses coéquipiers, et d'ailleurs, durant cette traque à l'homme, il va aussi accidentellement, mais tuer son partenaire. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle une jeune policière, incarnée par Hilary Swank, va venir le rejoindre pour compléter l'enquête. Et ce qui est très intéressant dans ce film, c'est que c'est un thriller, comme on dit, psychologique. Et pour cela, il crée une atmosphère. Et pour cette atmosphère, la nature et la saison choisie. La nature de l'Alaska se prête à merveille à contribuer à créer ce climat qui est un climat de lumière, mais qui montre que dans cette partie de lumière, premièrement, il y a toujours une part d'ombre. L'ombre est présente en creux dans le manque d'intensité de la clarté du jour. Un jour qui dure pratiquement 24 heures. Et ça, c'est quelque chose qui est très intéressant. Et deuxièmement, eh bien, cette part d'obscurité, elle se retrouve dans le fait que ce personnage du flic, Will Dormer, eh bien, il n'arrive pas à dormir. Premièrement, parce qu'il y a son passé qui le hante. Et ce passé qui hante, eh bien, renvoie à cette part d'obscurité qui peut exister chez chacune et chacun d'entre nous. Et que d'autre part, évidemment, avec la clarté qui les aléas de la technique et nous avons été coupés. Et donc, d'autre part, disais-je, eh bien, cette
part d'obscurité qui se révèle, qui remonte vers la lumière et la dimension visible à partir du moment où l'on ne dort pas beaucoup, où l'on dort très peu, et où on est dans l'incertitude d'une démarche de somnambule. D'ailleurs, Will Dormer est, comme son nom de famille l'indique, autant un flic redoutablement professionnel et efficace qu'un somnambule qui a donc forcément une perception de la réalité et de son environnement, et donc des intrigues et des crimes qu'il a le devoir déontologique de résoudre, qui est flouté en quelque sorte. Et de ce point de vue-là, le film crée de façon merveilleusement efficace cette atmosphère d'incertitude, de floutage, qui montre que, eh bien, la perception de la réalité, eh bien, est toujours accompagnée de formes aux contours flous. Et du coup, la différence qui devrait exister théoriquement entre un criminel et un policier qui poursuit le criminel pour faire affleurer, pour faire exposer au grand jour la réalité de son crime, avec toutes les preuves indiscutables de cette culpabilité, en quelque sorte, eh bien la différence, la frontière, elle devient imprécise. Et c'est là qu'il y a, d'une certaine manière, l'émergence de ce qu'on pourrait appeler une danse des somnambules. Parce que le criminel se rend compte très rapidement, se rend compte lors d'une poursuite, que, eh bien, dans le brouillard, là aussi, encore c'est du floutage, pendant que le policier le poursuivait, eh bien, le policier tire, mais celui qui s'écroule à la suite de ce tir, c'est le collègue de travail de Will Dormer. Et instinctivement, Will Dormer ramasse le revolver qu'a perdu le criminel qu'il poursuit pour le mettre à côté du corps de son camarade tué accidentellement. Et il essaye de le faire chanter. Il essaye de l'attirer à lui, le criminel, pour que, d'une certaine manière, pour créer une complicité entre le criminel et son poursuivant. Et donc le film est extraordinairement intéressant parce qu'il montre que, au-delà de la classification, le juste, le policier, le coupable, le criminel, eh bien, il y a beaucoup de points communs entre le criminel et son poursuivant policier, et que dans cette traque, il y a deux êtres humains qui chacun ont leur part d'obscurité. Au fond, Insomnia est un film sur l'obscurité saisie et montrée au grand jour. C'est peut-être paradoxal, mais c'est la valeur et la qualité de ce film et de cette adaptation, de ce remake remarquable réalisé par Christopher Nolan. C'est un film à voir, sans dormir, bien sûr, mais en tout cas, soyez assurés d'une chose, c'est que cette histoire de somnambule et de dérive dans les incertitudes du monde insomniaque dans lequel il se retrouve est tout sauf un film à dormir debout. Et je vous conseille de le voir. C'est un film que nous avons déjà montré à l'Odyssée et que nous remontrerons à l'Odyssée. Soyez-en, pardon. Ouais, le flou, soyez vous, nous, au fond, dans quelle mesure nous ne sommes pas un vous, le vous qui
existe dans le regard de nos interlocutrices et de nos interlocuteurs. Bref, tout est dans tout et réciproquement. C'est justement le propre des incertitudes, d'une lumière incertaine. C'est le propre d'un monde où l'obscurité est montrée au grand jour dans tous les paradoxes de ces incertitudes. Un film à voir que nous montrerons ou à revoir, que nous montrerons à l'Odyssée. Et je vous souhaite d'ici là de bien vous porter. Et je vous dis tout simplement, je vous donne rendez-vous pour une prochaine suggestion. À très bientôt. Merci. Au revoir.